vers le mardi 2 juillet à 15h30. Et voilà, la police, comme il y avait un ami qui était venu le voir, il sort vers le portail, la police vient, il le prend, il l'amène au PSP, il est attaché au mondier, minauté. La police commence à le taper. Lui, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 10 minutes après, l'honorable arrive dans son moyen, il le prend, on le détache, encore minauté, et il le fait trimballer dans les rues de Mukondo, tout en chicotant. Alors, moi, le temps de m'habiller, et on est venu me dire, oh, mais toi, tu suis seulement le match, ton fils a été arrêté. Oh, c'est quel PSP? Non, le PSP de l'école. Pardon, monsieur Diambomba, vous avez dit, je vais récapituler, vous avez dit, votre fils s'est rendu il y a 3 ans de cela, s'est rendu à une veillée, c'est-à-dire à un deuil de quelqu'un qui serait décédé. Et là-bas, il a retrouvé ses amis avec qui ils ont coutume de blaguer, de jouer comme on sait le faire au Congo, que votre fils va rentrer à la maison, quelques 2 jours, je crois, quelques jours après, il va être rattrapé par la police, donc interpellé par la police, qui viendra l'arrêter en réalité. Donc, apparemment, la police ne lui avait même pas adressé une convocation, comme ça se passe avant. Ils l'ont arrêté seulement comme ça, directement. Tout à fait. Alors, donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont conduit à leur poste de police, on l'attache contre un arbre, vous avez dit, et là, on commence à le fouetter. Un député s'amène. C'est quel député? Comment s'appelle-t-il? Ninon Ngwamba. Le député Ninon Ngwamba vient, arrive donc sur les lieux, récupère votre fils, Dorjeli Diambomba, et se met à le fouetter. Le député se met à fouetter votre fils. Oui. Et le trimballe, le balade dans les rues de Mukondo en train de le fouetter. C'est ce que vous avez dit. Le député Ninon Ngwamba prend un câble électrique en train de fouetter le jeune Dorjeli. Le baladant dans les rues, trimballant plutôt dans les rues de Mukondo en train de le fouetter. Oui. Bien cela. Et vous dites, pendant qu'il le fait, la police est aux alentours en train d'assister. Voilà. Le député déchire les habits de votre fils, il le met nu donc à poil, prend les piments, renverse sur le fils. Voilà. Le pétrole, il renverse. Le pétrole aussi. Je suis là, je regarde moi-même. Et ça se passe devant les gens, c'est ça? Devant le public. Devant les gens filmaient là. C'est parce que vraiment j'ai fait la maladresse de ne pas avoir vidéo. Sinon, les gens filmaient. Il le prend, il y a l'autre là, un forage, il prend le tuyau, il asperge sur l'enfant. Voilà. Et à la fin, il le tape. L'enfant était tombé 3 fois évanoui. 20 minutes après, un autre garçon arrive et me dit, papa, on les a battus. J'étais vraiment perturbé et tout. Le fils me dit, papa, faisons vite parce qu'ils viennent de passer. Vous êtes en train de nous dire, pendant qu'on les a amenés, c'est-à-dire on les a amenés vers la petite rivière, la Tiémé, et là-bas, on les a battus. Ils étaient combien qu'on avait amenés là-bas? Ils étaient 2. Moi, je solliciterais que l'Assemblée nationale puisse d'abord lever l'immunité de ce député-là pour que ce monsieur vienne s'expliquer devant la justice. Parce qu'avant de parler de diffamation, il faut que d'abord, en amont, oui, au lieu de spéculer, voilà, qu'il vienne se justifier d'abord. Il est poursuivi, soit d'abord établi ou non. C'est bien de parler de diffamation. C'est dans ses droits. Mais que l'Assemblée nationale puisse d'abord lever l'immunité de ces députés qui viennent s'expliquer devant la justice. C'est honteux, c'est horrible pour un pays comme le Congo. Et quand j'apprends que même le président de l'Assemblée nationale a été saisi et qu'il n'a rien fait, mais je me demande finalement, nous avons quel genre de dirigeants? Et donc, nous allons mener le plaidoyer au plus haut niveau pour que l'immunité du député soit levée. Il doit être entendu.
Bonjour ou bonsoir, fidèles téléspectateurs de Keller TV. Bienvenue dans ce tout autre nouveau numéro de Droit de savoir qui portera sur une histoire tout à fait passionnante. C'est l'histoire du jeune Dorjeli Diambomba. Dorjeli Diambomba échappé à une exécution, j'allais dire, froide, puisqu'il avait été abattu de 6 balles, mais il est toujours en vie. C'est cette histoire que nous allons aujourd'hui découvrir. Dans cette histoire, des députés, des policiers sont impliqués. Pour en parler, je reçois donc sur ce plateau le père biologique, bien sûr, de Dorjeli Diambomba, qui est Monsieur Gabriel Diambomba. Bonjour, Monsieur Gabriel. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons également l'avocat de la victime, donc Maître Gildas Kombila, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, merci d'être avec nous. Et nous aurons également Franck Chibinda, qui est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH. Bonjour, Franck. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau, mais surtout, merci aussi de disposer ce temps que vous avez pour nous et pour nos téléspectateurs. J'ai dit d'entrée de jeu que nous allons parler de l'histoire, une histoire passionnante, du jeune Dorjeli Diambomba qui doit avoir actuellement autour de 27 ans, 28 ans d'âge, qui a été torturé et au point d'être finalement abattu. On a tenté de l'exécuter, mais il a échappé belle à la mort. Monsieur Diambomba, vous êtes le père biologique du jeune Dorjeli Diambomba. Pouvez-vous nous remettre dans le contexte de cette histoire? Que s'est-il passé? Comment vous avez appris l'histoire? En fait, ça s'est passé le 29 juin. C'était un samedi. Il y avait une veillée dans la zone, dans le quartier. Mon fils et son ami Mabiala sont allés assister à la veillée. Dès qu'ils arrivent, c'est un ami qui les appelle, Jérémy, qui appelle Mabiala, Mabiala. Mabiala dit chez mon fils Dorjeli que non, il y a Jérémy qui est là-bas, puis c'est leur ami. Alors chez Jérémy, ils arrivent chez Jérémy, Mabiala salue Jérémy. Mon fils salue aussi également Jérémy, mais en disant en lingala, oh mwana, ndengenini. Oh fils, comment? Jérémy qui répond, oh, c'est-à-dire, toi, tu n'es qu'une personne. Lui, il répète encore, oh, moi, en fait, c'est des amis, ça me disait souvent. Bon. Jérémy avait un enfant, accompagné de sa copine. Il prend l'enfant, donne chez sa copine et se met debout et prend la chaise en plastique, tape. C'est mon fils Dorjeli Diambomba. Il y a eu un peu d'agitation. Il y a un adjudant, qui arrivait. Lorsqu'il criait, tous ils avaient entendu. Et le monsieur vient, oh, eux, ils viennent d'arriver. C'est toi qui les as appelés. Mais entre-temps, tu fais comme la pagaille. Non, moi je n'aime pas ça. Les petits, allez-y pour vous, parce que ça commence seulement comme ça. Et les deux, Mabiala et Dorjeli, sont partis. Le dimanche. Lundi matin, l'enfant me dira que non, papa, moi je suis recherché par la police. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, papa, je n'ai rien fait. Mais la police ne peut pas te chercher seulement comme ça là. Non, vraiment, je n'ai rien fait. D'accord. Dans ce cas, reste dans la maison, à la maison. Ils viendront te chercher ici, te prendre ici à la maison. L'enfant s'est resté à la maison et voilà. Vers le mardi 2 juillet, à 15h30. Et voilà, la police, comme il y avait un ami qui était venu le voir, il sort vers le portail, la police vient, il le prend, il l'amène au PSP, il est attaché au mondier, minauté. La police commence à l'étoffer. Lui, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 10 minutes après, l'honorable arrive. Dans son moyen, il le prend, on le détache, encore minauté, et il le fait trimballer dans les rues de Mukondo, tout en chicotant.
Alors, moi, le temps de m'habiller, et on est venu me dire, oh, mais toi, tu suis seulement le match, ton fils a été arrêté. Oh, c'est quel PSP? Non, le PSP de l'école. Pardon, monsieur Diambomba, vous avez dit, je vais récapituler, vous avez dit, votre fils s'est rendu il y a 3 ans. De cela, s'est rendu à une veillée, c'est-à-dire à un deuil hein, de quelqu'un qui serait décédé. Et là-bas, il a retrouvé ses amis avec qui ils ont coutume de blaguer, de jouer comme on sait le faire au Congo. Et bon, voilà, mais apparemment, ça a mal tourné, l'autre n'était pas d'accord, mais bref, monsieur va rentrer, donc votre fils va rentrer à la maison, quelques jours après, il va être rattrapé par la police, donc interpellé par la police, qui viendra l'arrêter en réalité. Donc apparemment, la police ne lui avait même pas adressé une convocation, comme ça se passe avant. Ils l'ont arrêté seulement comme ça, directement. Tout à fait. Alors, donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont conduit à leur poste de police. C'est quel poste de police, là, le PSP dont vous parlez? De Mukondo, c'est ça? De Mukondo, poste avancé à l'école primaire de Mukondo. Et voilà, donc, on l'emmène là-bas, on l'attache contre un arbre, vous avez dit, et là, on commence à le fouetter. Voilà. Et pendant qu'on le fouette, un député s'amène. Vous avez dit, honorable, comme vous avez coutume de les appeler, un député s'amène. C'est quel député? Comment s'appelle-t-il? Ninon Gwamba. Le député Ninon Gwamba vient, arrive donc sur les lieux, récupère votre fils, Dorjeli Diambomba, et se met à le fouetter. Le député se met à fouetter votre fils. Oui. Et le trimballe, le balade dans les rues de Mukondo en train de le fouetter. C'est ce que vous avez dit. C'est cela, oui. Et quand il le fouette comme ça, la police est où? Il est là aux alentours, assisté. Donc, pendant qu'il est en train de fouetter votre fils, mais où est-ce qu'il a trouvé la chicotte d'abord? Il a pris la chicotte les matraques des policiers, c'est ça? En fait, non, c'était un câble 4x4 JVC comme ça là. Donc, un câble électrique. Électrique, voilà. Donc, le député Ninon Gwamba prend un câble électrique en train de fouetter le jeune Dorjeli. Le baladant dans les rues, trimballant plutôt dans les rues de Mukondo en train de le fouetter. Oui, c'est bien cela. Et vous dites, pendant qu'il le fait, la police est aux alentours en train d'assister. Voilà. Il y avait 2 policiers aussi qui avaient ce genre de... des câbles en question. De câbles. Donc, il y en avait 3. Et le député et les 2 policiers. Puis ce sont ces petits. Arrivé au lieu de la veillée, il prend une brique, il tape sur la tête de l'enfant. Le député, toujours le député Ninon Gwamba, prend une brique et frappe sur la tête de l'enfant. Voilà. Et puis, il demande à la veillée en disant que non, c'est lui qui avait fait la pagaille ici. Les mamans ont répondu, oh, on ne sait où ce que tu as eu ton type et puis tu l'amènes ici pour qu'on ait des problèmes. Non, 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 non. Allez-y, allez-y. Ils les ont chassés. Et entre rue Malanda et rue Likidi, ils se sont mis là, ils ont préparé un terrain, personne ne pouvait passer. Et là, moi, j'arrive, je vois le député qui tient l'enfant. Moi, je suis rentré forcément, j'ai fait forcer le passage en disant « Honorable, honorable, mais qu'est-ce que tu es tenté de faire ?» Il regarde comme ça, là, il me demande « Toi, c'est qui ?» Moi, j'ai répondu « Moi, je suis le père de cet enfant. Alors, toi, tu n'arrives pas à éduquer ton fils. Moi, je vais l'éduquer. » Moi, j'ai dit « C'est comme ça que tu veux l'éduquer, hein? » Tout en causant, il a ordonné aux policiers « Allez, prenez-le !» Ils m'ont pris, les 2 policiers m'ont projeté, et puis l'autre est venu me pointer l'arme en disant que si tu viens encore, je vais te tirer. Alors, le député, en dehors de ce qu'il est en train de faire, vous intervenez, vous êtes le père de Dorjeli,
C'est tout Oui. normal. Et vous venez pour vous enquérir de la situation, vous posez la question de savoir ce qui se passe. Voilà. Et voilà que le député, tout ce qu'il trouve, c'est d'ordonner à ces policiers qui étaient autour de lui de vous prendre, de vous s'occuper de vous, comme ils aiment à le dire. On vous prend, donc les policiers vous prennent et vous frappent au sol et vous pointent l'arme, Voilà. c'est cela. Voilà, c'est bien cela. Et la suite, c'est quoi? Après, les gens m'ont conseillé, non, il ne faut pas les suivre, reste tranquille. Le député prend, il déchire les habits de l'enfant. Il le met nu à poil. Il prend, il y avait une table qu'on vendait, l'orange comme ça, là. Il prend le piment, il le renverse, et l'enfant. Il prend le pétrole, il le renverse. Moi, je regarde. Attendez, monsieur Diamboumba, ce que vous êtes en train de nous raconter là, c'est une histoire réelle ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression c'est qu'on mon est en train fils. de rêver là. C'est mon fils. Le Ce jour-là, député c'était compliqué. déchire les habits de votre fils, il le met nu donc à poil, Oui, prend les piments, oui, renverse sur le fils. voilà. Le pétrole, il renverse. Le pétrole aussi. Je suis là, je regarde moi-même. Et ça se passe devant les gens, c'est ça? Devant le public. Devant les gens filmaient là. C'est parce que vraiment j'ai fait la maladie, c'est de ne pas avoir une vidéo. Sinon, les gens filmaient. Il prend, il y a l'autre là, un forage, il prend le tuyau, il asperge sur l'enfant. Voilà. Et à la fin, il le tape. L'enfant était tombé 3 fois évanoui. Moi, comme on m'avait conseillé de ne plus le suivre, il a fait trembler mon fils de 16 heures jusqu'à 19 heures fort, nu dans tout Mukondo. Personne à Mukondo n'ignore cette affaire. Le député vit dans votre circonscription, il vit dans Mukondo, c'est ça? Oui, bon, je ne connais pas là où il vit, mais il est dans le... Il est quelque part là-bas, bon, je ne maîtrise pas là où il vit. Alors, donc, la suite, c'est quoi? Une fois qu'il a fait tout ça, ce jour-là, après, que s'est-il passé après? Vers 18h fort, 19h, moi je suis au PSP, il ramène l'enfant nu au PSP. La même personne qui était à la veillée viendra fâché, très fâché. Il va crier, mais honorable, qu'est-ce que tu as fait, honorable? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que le petit a fait? Ça, c'est qui dit ça? Son ami, son collègue? Non, pas son collègue, un monsieur, lorsque l'enfant était à la veillée, lorsqu'il y a eu un peu de... Il y a une personne Voilà. qui avait intervenu, voilà. Voilà. C'est lui Oui. qui va, qui viendra dire que non, mais le petit n'a rien fait. Moi, j'étais sur le lieu de la veillée, celui qui est mort, c'est mon beau-père. Et il dit, Jérémie, le voilà, Jérémie. Hein? Tu vois ce qu'on a ce que tu as provoqué? Qu'est-ce que ton ami a fait? Regarde l'état où il est maintenant. Hein? Et monsieur le commissaire, qu'est-ce que le petit a fait? Qu'est-ce que le petit a fait? Il était dessus là. L'honorable va dire non, il a un dossier. Oh, on était en bruit là. Donc moi je croyais qu'il avait tué quelqu'un, il avait fait c'est-à-dire l'acte vraiment compliqué. En voyant cela, vraiment tous nous étions dessus. Il ne s'arrête pas là, il va laisser mon fils du 2 au 4 en prison. Le mercredi, j'arrive au PSP, le commissaire n'est pas là. J'ai amené les anti-inflammatoires, donné à l'enfant à manger. Le jeudi, j'arrive, le commissaire vient à 10 heures. Il m'a demandé 10 000 francs pour faire sortir l'enfant. Moi, je lui ai dit, je n'ai que 8 000 francs. Je lui ai remis les 8 000 francs. Mais j'attendais l'enfant, je ne voulais pas faire sortir l'enfant. Il commence à monter les photos chez mon fils, l'album. Tu vois celui-là, c'était un bandit, il était mort. Voilà celui-là, il était mort. Voilà celui-là, il était mort. J'étais vraiment dérangé. Je lui ai dit, mais moi, je vais m'emmener l'enfant à l'hôpital. En fait, quand il vous montre ces photos, c'est une façon de vous préparer psychologiquement, comme pour vous dire que le vôtre aussi va passer par là, certainement. Certainement, oui. Oui. Et vous avez dit à un moment donné, le député Ninon Ngwamba vous a dit que l'enfant avait un dossier, c'est ça? Voilà. Et il vous avait parlé de ce dossier pour vous dire c'était quoi exactement? En ce moment-là, on ne pouvait pas parler. Vous allez parler comment? Devant la police, vous ne pouvez pas parler.
Donc, moi, mon problème, c'était que faire sortir l'enfant et je l'amène à l'hôpital. Le jeudi, la nuit du 3 au 4, la nuit du 3 au 4, on arrête 2 Koulouna qui n'étaient pas inquiétés, même pas de gratinure. Moi, j'ai dit chez le commissaire, oh, mais là, vous avez arrêté le Koulouna, mais vous les avez pas tapés. Mais regardez mon fils. Vers 13h30, le député arrive, Ninon Gwamba. Oui. Il descend gaillardement, il dit, alors, j'ai compris que maintenant, tu as compris qu'il ne faut plus faire le banditisme. Hein, Gélie, Georges Gélie. Hein? Et l'enfant va lui répondre, oh, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai rien fait. Regardez les bandits que vous avez arrêtés. Ils sont là, hein? Même pas de gratinure, même pas une gifle. Mais moi, je n'ai rien fait. Regardez ce que vous m'avez fait. Il va dire, bon, on va l'amener à l'hôpital. Papa est où? Il me fait monter dans le moyen. Et il dit encore, au fait, il y a un cabinet quelque part. On m'a parlé d'un cabinet. Nous sommes allés là où il y avait le cabinet médical. Un cabinet médical, c'est ça? Un cabinet médical, oui, mais un cabinet vraiment négligé. Là. Avec l'état de l'enfant, je me disais que bon, il fallait que je sois libéré. Oui, mais alors, vous avez dit le député est arrivé là où vous étiez au poste de police, oui. Mais qui a dû l'informer que vous étiez là en train de négocier la sortie de votre fils pour qu'il arrive? Comment a-t-il su? Certainement, il avait donné les instructions pour ne pas le faire sortir du 2 au 4. Alors, arrivé chez le jeune infirmier, il dit, regardez, et voilà combien vous pouvez prendre et tout. Le monsieur a demandé 35 000. Il a avancé 20 000 francs. Lorsque j'ai enlevé la vie de l'enfant, j'ai vu la gravité de plainte. Je me suis dit, mais l'honorable, mais qu'est-ce que mon fils a fait pour le traiter ainsi? Regardez, même un voleur, on ne peut pas le taper comme ça là. Hein? Vraiment, j'étais fâché. Oh, papa, tu ne peux pas parler ainsi, tout ça là. Même il y a le décret qui était sorti, signé par le ministre, si l'enfant commet, on arrête le papa. Moi, j'ai dit, mais arrêtez-moi, arrêtez-moi. Pardon, on va faire une petite pause à ce niveau-là. Le député Ninon Gwamba vous dit à vous, alors oui. Que vous vous plaignez évidemment après avoir constaté la gravité des faits, c'est-à-dire l'enfant était un peu déchiré de partout, et quand vous vous plaignez, le député vous dit qu'il y a un décret, c'est cela, oui. Oui. Qui a été signé, donc qui doit exister, oui. Qui stipulerait que si l'enfant commet, on arrête aussi les parents, donc papa ou maman. Voilà. C'est cela. Oui, c'est cela, oui. C'est l'information qu'il vous donne. Voilà. Une façon de vous dire que si vous insistez, vous aussi, bon, on vous arrête. Et puis. Tout à fait. Et il ne vous a pas cité les références du décret. Bon, mais ça, on va comprendre ça avec Maître tout à l'heure, puisqu'après, on sera avec l'avocat de la victime. Et donc, la suite, c'est quoi? Il paye l'argent, vous lui parlez, puis... Et donc, la suite, après, c'est quoi? Après ce jour, qu'est-ce qui s'est passé après? Puisque nous apprenons que votre fils a été aussi abattu de 6 balles. Il a reçu 6 balles. Avant tout cela, en sortant, il donne 10 000 francs à mon fils en disant que papa, je lui ai remis 10 000 francs, peut-être qu'il va acheter à manger. Alors, après, il va encore inviter mon fils de passer dans son siège. Moi, j'ai refusé. L'enfant est resté à la maison. Après le traitement, j'ai amené l'enfant à l'hôpital chez mon grand frère qui était médecin. Après le traitement, je crois, à l'écart de 3 semaines. 3 semaines, parce que c'était le 30 mercredi, l'enfant est encore arrêté avec tous ces plaies-là. Il est encore arrêté à la maison vers chez nous. Moi, on vient encore l'arrêter chez lui, à la maison. Ou chez vous. À la maison, mais dans la zone. Dans la zone, oui. Dans notre prière. On l'arrête. Moi, je m'en vais à la prière, comme d'habitude, 16h30. On me dit, oh, mais ton fils a été arrêté. Oh, quel PSP. PSP de Mukondo. Oh, merde. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Avec tous ces plaies qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je m'en vais à l'église.
suis parti à l'église, j'ai informé ma soeur et tout. Avec mon pasteur, nous avons prié. Il fallait vite revenir, mais les déplacements et tout, j'arrive 20 heures. Or, la nuit, là, je ne pouvais plus aller là-bas par rapport à ce qu'on m'avait fait. J'arrive à la maison, je cherche à enlever les sandales. Quelqu'un passe me dit non, on a vu ton fils qu'on est en train d'emmener, on va vers la Tchémé là-bas. Ah, ce sont les mêmes policiers, oui. D'accord? Et j'ai même oublié, lorsqu'on amène mon fils, on arrête mon fils, on l'attache vers la fenêtre. Ninon Wamba vient encore. Le voilà, il va lui parler en disant que le commissaire lui montre, mais tu n'as pas vu Jobil, puisque c'est le nom qu'on l'appelait. Tu n'as pas vu Jélik Jobil. Quel Jélik Jobil? Hein? Les bandits comme ça, là c'est moi qui t'ai fait arrêter. Hein? Son père était ici. Non, il n'était pas ici. Il fallait qu'il vienne. Hein? Lui, il dit que son fils, ce n'est pas un bandit. Hein? Vous m'avez publié partout, WhatsApp, Facebook. Moi, le député Koulouna. Après, ils se sont retirés avec le commissaire et il est parti. Quand il est parti, ils ont acheté à boire. Les policiers ont bu, mais après, on m'a dit qu'il avait laissé 250 000 francs. Donc, le député, quand il est passé par là, il a laissé 250 000 francs à ces policiers-là. Et voilà. ça fait la fête, oui. Oui, avant, il ne buvait pas. Mais lui, en partant, et voilà, ils ont acheté des casiers. C'était vraiment la fête. Et la suite, vous avez dit, on vous informera que votre fils a été arrêté. On est en train de l'emmener quelque part. On est en train de l'emmener en bas là-bas. En bas, c'est-à-dire, il y a une rivière, c'est ça? Voilà. Rivière Latiémé. Latiémé. 20 minutes après, un autre garçon arrive et me dit, papa, on les a battus. Ah, j'étais vraiment perturbé et tout. Le fils me dit, papa, faisons vite parce qu'ils viennent de passer. Donc, vous êtes en train de nous dire, pendant qu'on les a amenés, c'est-à-dire on les a menés vers la petite rivière Latiémé, et là-bas, on les a battus. Ils étaient combien qu'on avait amenés là-bas? Ils étaient deux. Ils étaient on deux, les a arrêtés deux, oui. Oui. L'autre était mort sur place et mon fils parlait sur ce qu'on m'avait dit. Que l'autre est mort, mais lui, il parle. Donc, faisons vite. Arrivé là-bas, nous avons soulevé l'enfant et tout. Je l'ai amené. À la fin, on arrive vers la pharmacie de Mukondo. Oui. On m'appelle, papa, la police est sur votre trace. Vous êtes où? Moi, j'ai dit, ça va, ça va. Ils arrivent effectivement, ils voient seulement un cadavre. Ils nous ont poursuivis jusqu'à la maison. Ils ont cassé la porte de mon fils. Ils ont encore cassé ma porte. Ils nous ont fouillés, n'ont rien trouvé. Ils ont pris tous les appareils de mon fils. C'est les policiers qui ont mené ça. Après, moi, je partais déjà à Bakongo. J'étais déjà à Bakongo et voilà. Permettez, monsieur Diambomba, vous dites, là, on est en quelle année, en quelle période? Pendant qu'on l'arrête encore pour l'exécuter, nous sommes en quelle année? C'est le même mois. Le même mois, oui. C'est le même mois du 4 au 30. C'est le 30 juillet pour l'exécuter. C'était un mercredi. Alors, donc, vous l'avez trouvé qu'il respirait encore. Vous l'avez pris après? Oui, dès qu'il m'a vu, papa, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Avant que j'arrive, il y a un monsieur, dès qu'il a entendu la voix de ce monsieur, en fait, les policiers, lorsqu'ils ont tiré, ils ont dit au Lingala, c'est-à-dire desserrer les minottes, enlever les minottes. Oui. Ils ont fait tenir les machettes. À la fin, ils sont partis. Donc, quand ils ont exécuté ces deux, ils ont demandé aux gens qui étaient autour, c'est ça? Les policiers, entre les policiers. Entre les policiers, ils ont demandé aux policiers d'enlever les menottes, c'est cela, et de leur faire tenir les machettes, comme pour les faire passer pour des bandits. Voilà. Donc, ça veut dire que ces policiers, en emmenant ces enfants là-bas, avaient aussi avec eux des machettes.
Et une fois avoir exécuté ces jeunes, on leur fait tenir des machettes pour présenter au public que c'était des bandits. C'est cela. C'est cela, oui. Nous avons amené l'enfant. Et là, j'arrive, ce que je disais à la pharmacie de Mukondo. On m'appelle comme ça, ils sont déjà chez vous à la maison. Ils ont cassé la porte de l'enfant et ma porte. Moi, j'ai dit, je ne suis pas là-bas. J'arrive à Bakongo et tout, vers 1 heure. Et plutôt, ils ont pris l'autre là, l'album de l'enfant. Ils ont regardé toutes les photos, ils ont soutiré une photo qui sont allés placer au PSP de Wenze. Et non, il y a un clown qui a fui, tout. Vraiment, nous étions recherchés par la police. Oui, on va continuer avec vous, Monsieur Gabriel Diambomba, mais je vais m'intéresser d'abord à Maître Gildas Kombila. Vous êtes l'avocat de la victime. Est-ce que le jeune d'Orgely est encore vivant, c'est ça? Oui, il est en vie. Alors, lorsqu'on vient vous contacter, comment ça se passe d'abord? Je veux comprendre, c'est quoi l'histoire? C'est les parents qui vous contactent ou bien c'est le Comme il a dit, hein, je suis avocat. Je ne peux pas rester insensible à ce genre de situation. C'est une famille qui était en détresse, qui a même fui le quartier et s'est retrouvée de l'autre côté, le quartier sud de Brazzaville, à cause de cette affaire. Donc, ils sont venus voir, ils m'ont fait part de la situation. Surtout, je suis engagé. Maître Gildas, c'est bien cela. Kombila, vous êtes l'avocat de la victime, sinon de la famille de la victime. Comment est-ce que l'information vous est parvenue? Comment vous avez été, en fait, le contexte dans lequel vous avez été saisi pour cette affaire qui concerne bien entendu le jeune d'Orgely, qui est un jeune, on a dit, entre 27 et 28 ans, qui est un peu violenté par, disons, qui a échappé à une exécution sommaire, j'allais dire, visiblement programmée, sinon organisée par un député, le député Ninon Gwamba du Parti congolais du travail. Comment vous avez été saisi? Qui vous a saisi? Merci. Avant de répondre à la question, Merci. je vais quand même préciser que je suis maître Gildas Kombila, avocat au barreau de Brazzaville. Donc, c'est à travers un ami qui a eu connaissance de cette histoire, qui a pensé rapprocher la famille avec le cabinet. Et voilà, j'ai été en contact avec la famille. C'est une famille qui était très apeurée depuis 2019, qui ne voulait même pas sortir. Le père déjà traumatisé par les faits subis à cette époque. Il avait résolu de ne pas mettre pied à Mukondo, ni sortir même au centre-ville. Maître, vous êtes en train de dire, vous avez été Oui, donc saisi, c'est un ami qui vous met en contact avec la famille après avoir appris bien sûr l'histoire telle que nous sommes en train de la découvrir tous, un peu très passionnante, difficile d'ailleurs à vivre. Et après, vous avez instruit le dossier, c'est ça? Voilà. Donc, avant l'instruire le dossier, il fallait d'abord avoir l'avis des parents parce qu'ils avaient peur. Pour eux, le député intouchable et un député du parti au pouvoir, le Parti congolais du travail. Donc, du coup, il fallait d'abord avoir leur consentement pour initier n'importe quelle procédure. On les a mis un peu à l'aise, il faut le dire, parce que ce n'était pas facile pour moi aussi. Puis la gravité des actes, c'est des actes cruels d'un certain âge. Je n'ai pas supporté. J'ai dit à la famille, on doit se lancer dans cette affaire-là, ça ne peut pas rester dans l'anonymat. Voilà, il faut rendre public cette histoire afin que la justice fasse son travail. Il fallait rassurer donc, et j'ai pu convaincre les parents, je les ai rassurés. Ils craignaient d'abord pour leur sécurité, parce que une fois les procédures lancées, ça veut dire que vous avez en face de vous votre bourreau. Naturellement. Il fallait le faire. Ah oui, il fallait le faire. Donc, la première démarche à faire, c'était de saisir un juge d'instruction avec une plainte avec constitution de partie civile sur le fait de crimes
de torture, de tentative d'assassinat et de menace de mort. C'était la première démarche. Tout à Ce fait. qui a été fait. Et puis, je me suis dit qu'il ne pouvait pas m'arrêter juste à cette procédure. Il fallait aussi aller un peu plus vite. Donc, il fallait initier une deuxième procédure devant le tribunal, donc par voie de citation directe. Et ça pour les délits. Donc, prohibition volontaire, menace verbale de mort et autres. Mais l'objectif, c'était d'avoir la première plainte avec condition de partie civile devant le juge d'instruction, parce que ça, ce sont des faits plus graves que la deuxième procédure. Et la plainte a été recevable, c'est ça? Oui. La plainte a été reçue au 10e cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville et qui a transmis le dossier au parquet pour les réquisitions introductives. Donc, le dossier est à ce niveau-là pour l'instant. Et non, ce qui est sûr pour la deuxième procédure, la citation directe, parce que là, vous saisissez directement le tribunal. Donc, l'audience a eu lieu le 4 de ce mois et est renvoyée au 18. Donc, ce mercredi, nous aurons la deuxième audience. À l'audience, vous étiez en face du bourreau, c'est ça? Présumé bourreau. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Est-ce qu'on peut parler des autres aspects de cette affaire, bien entendu? Bon, je veux un peu comprendre un certain nombre de choses. Le père de la victime, disons de Dorgelli, nous a dit que lorsqu'il est arrivé à la police pour s'enquérir de la situation de son fils, on lui dira que son fils était un brigand, un bandit, entre guillemets. C'est comme ça qu'on l'a présenté. Et la preuve, c'est que même le jour où on l'exécute, c'est qu'il vient trouver l'enfant avec une machette. Il a même expliqué que lorsqu'on les a battus, après, on a demandé aux policiers qui étaient à côté de faire tenir les machettes à ses victimes pour les présenter comme des voyous. C'est probable que c'est sûr et certain que vous vous êtes rapproché de la police pour chercher à comprendre exactement ce qui s'était passé, non? Vous savez, déjà, la première démarche a été effectuée par le père lui-même à l'époque, avant même que je sois constitué. Il avait saisi d'abord le bureau du PCT, puisque c'est un député du PCT. Donc, il avait saisi les autorités de ce parti. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Il a saisi le bureau de l'Assemblée nationale. À ce niveau aussi, il n'y a pas eu de suite. Quand vous dites, maître, pardon, lorsque vous dites qu'il a saisi le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Parti congolais du travail, par voie officielle ou bien c'est des rendez-vous avec les gens ou par voie officielle? Oui, et il n'y a pas eu de suite. Voie officielle. Il est reçu, bien sûr. Il a été reçu par le bureau du PCT. Il a été reçu à l'Assemblée nationale. Et enfin, il avait saisi l'inspection générale de la police. Et là-bas aussi, pas de suite. Pas de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? C'est un intouchable, c'est ça? C'est un député du parti au pouvoir. Vous savez ce qui se passe chez nous. On ne peut pas cacher la réalité. Et donc, député du parti au pouvoir, on se permet tout, on peut tuer, on peut exécuter. À tous les niveaux, on étouffe l'affaire. Les gens sont informés de cette affaire depuis longtemps. Les populations connaissent cette affaire. Le PCT connaît cette affaire. L'Assemblée nationale connaît cette affaire. L'inspection générale de la police connaît cette affaire. Et personne ne réagit. Personne. Jusqu'à ce que nous avons saisi la juridiction, c'est là où les gens se réveillent pour venir faire des démentis. Ils disent quoi, en substance? Que ça n'existe pas, cette affaire. La diffamation, on veut salir l'image de l'honorable, du député, voilà. Alors que c'est des faits réels vécus par les populations. Mais est-ce que dans tous les images? Oui, les images existent, nous les avons vues. Bon, mais enfin, on ne peut pas les diffuser pour les raisons de dignité de la personne, parce que bon, ce que nous avons reçu n'est pas aussi trop beau à voir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une enquête qui a été finalement ouverte, comme ça se fait d'habitude? Il n'y a jamais eu d'enquête. La preuve, c'est notre procédure qui saisit la juridiction. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc, pour la police, il ne s'est rien passé. Alors, passez votre chemin. C'est une affaire classée, bien sûr. Classée. Monsieur Franck Chibinda, vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Vous êtes en train de suivre cette affaire. Depuis quand comme ça? C'est depuis le 8 mai 2022.
qu'il y a eu un média social dont j'étais le nom, qui a rendu public des images relatives à cette affaire qui nous réunit aujourd'hui. Et alors, des images insoutenables, des images horrifiantes qui ne pouvaient pas nous laisser indifférents. Et donc, nous nous sommes empressés d'aller vers la famille pour en savoir davantage. La chance qu'on avait, c'est que parmi les images qui ont été publiées, il y avait aussi la plainte qui a été déposée. Et donc, sur la plainte, il y avait l'adresse de la famille, il y avait aussi l'adresse du cabinet d'avocats. Et donc, le lendemain, nous sommes le 9 mai, j'ai déposé mes collaborateurs à Mukondo, à l'adresse qui a été indiquée. Ils sont arrivés là-bas. Malheureusement, c'est là qu'on va apprendre que M. Diambomba ne vivait plus là-bas. Donc, il était obligé de déserter le quartier. Et la deuxième alternative, nous nous sommes rendus donc chez le cabinet, plutôt chez l'avocat, et c'est lui qui nous a reçus et qui nous a mis en contact avec la famille. Voilà comment l'OCDH s'est retrouvé en fait dans cette affaire. Et dans les démarches que l'OCDH a menées, il n'y a pas eu vent de quelque chose de louche un peu dans cette affaire. On ne vous aurait pas dit que bon, peut-être qu'il y a des réseaux bizarres derrière? Bon, nous sommes une organisation de la société civile. Nous ne sommes pas le tribunal. Nous accompagnons beaucoup plus des citoyens qui sont en difficulté. Et je l'ai dit tout à l'heure que c'est suite aux images qui ont été rendues publiques que nous nous sommes saisis de l'affaire. Alors, chercher à savoir les manigances, tout ce qui se passe dans les coulisses, en tout cas, ne nous intéresse pas, d'autant plus qu'il y a déjà un avocat qui suit l'affaire. Et Dieu merci aussi, depuis que nous sommes derrière cette affaire, la collaboration avec l'avocat se passe très bien. Et donc, notre intervention, nous allons penser la limiter beaucoup plus sur la protection de la famille. Parce que l'avocat l'a rappelé que ça fait un moment que la famille a déserté le quartier. Il y a donc des menaces. Et étant donné que l'affaire est déjà pendante au tribunal, l'OCDH demande donc au bourreau, toute personne policière ou civile, d'être mise en garde parce que l'affaire est au tribunal déjà. Donc, nous devons attendre que la justice soit faite et que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Lorsque vous parlez de mettre la famille sous protection, c'est aussi pour rechercher la vérité afin que les responsabilités soient établies, que soient sanctionnés les coupables, les auteurs de cet acte. C'est bien cela? Justement, la justice a été saisie, l'avocat est là. Je pense que c'est à la justice de mener des enquêtes, d'approfondir encore des enquêtes afin que la vérité soit établie. Et donc, par rapport aussi à la diffamation, comme l'a dit Maître tout à l'heure, on dit que voilà, la famille est en train de diffamer le député, mais nous pensons que c'est à la justice de démontrer cela, si c'est de la diffamation ou si ces faits ne sont pas avérés. Et donc, nous voulons que l'affaire suive son cours normalement au niveau du tribunal et que la famille vaque librement à leurs occupations. Parce que c'est ça le problème. Maître Gildas Kombila, lorsque vous avez instruit ou introduit votre dossier, j'allais dire, l'atmosphère, c'était quoi? Aussitôt, on vous a reçu ou il y a eu quelques difficultés? Sinon, j'allais dire, comment vous pressentez à la suite du procès? Non, vous voyez, la coïncidence a fait que cette affaire soit révélée à l'orée des élections. Les échéances en juillet. Donc, du coup, de l'autre côté, on a interprété à leur manière pour dire qu'on veut saboter la prochaine mandature du député. Ça n'a rien à voir. Ce sont des circonstances de temps qui ont fait que cette situation arrive au moment où nous parlons aujourd'hui. Mais pourtant, les faits sont réels. Pourtant, les faits sont réels. J'allais soulever un aspect tout à l'heure. Moi, je solliciterais que l'Assemblée nationale puisse d'abord lever l'immunité de ce député-là pour que ce monsieur vienne s'expliquer devant la justice. Parce qu'avant de parler de diffamation, il faut que d'abord, en amont, oui, au lieu de spéculer, voilà, qu'il vienne se justifier d'abord. Il est poursuivi, soit d'abord établi ou non. C'est bien de parler de diffamation. C'est dans ses droits. Mais
que l'Assemblée nationale puisse d'abord lever l'immunité de ces députés qui viennent s'expliquer devant la justice. À ce moment-là, on saura si c'est de la diffamation ou si ce sont des faits réels. Il va s'expliquer. Oui, Franck, tu voulais ajouter quelque chose, c'est ça? Non, mais effectivement, par rapport à ce que dit Maître, un député, c'est aussi un citoyen. OK? Aujourd'hui, il est en train de vouloir solliciter encore les voix des citoyens pour être réélu. Mais je pense qu'avec de tels comportements, on ne peut pas admettre qu'une telle personne puisse nous représenter à l'Assemblée nationale. Si les circonstances ont fait que cette affaire soit rendue publique à l'orée des élections législatives, mais moi, je pense que s'il était, j'allais dire, honnête, après avoir fait ce qu'il a eu à faire, mais il y a longtemps qu'il devrait être dénoncé même, d'autant plus que déjà l'Assemblée nationale est au courant de ce qui se passe. Le PCT est au courant de ce qui se passe. La police également est au courant de ce qui se passe. Mais on a quand même permis de le renvoyer à Mukondo pour qu'il brigue un nouveau mandat. Alors, nous pensons que c'est trop, comme a dit Maître. Nous aussi, au niveau de l'OCDH, nous allons demander la levée de l'immunité plutôt de ce député afin qu'il vienne répondre de ce qu'on lui reproche au tribunal, qu'il vienne dire devant le juge que ce qu'on est en train de faire, c'est de la calomnie, c'est de la diffamation. Nous avons écrit aussi à la direction générale de la police que désormais la famille Diambomba est sous couvert de la justice, puisque l'affaire est pendante au tribunal. Nous également, nous nous soumettons aux règles du tribunal jusqu'à ce que les responsabilités seront établies. Donc, que M. Diambomba va librement à ses occupations. Il est peintre de profession, je ne sais pas si vous l'avez dit, et depuis un moment, il vit en clandestinité, alors que c'est des faits qui sont réels. C'est quelqu'un qui a failli perdre son enfant, et on a en face de nous des responsables qui ne veulent pas reconnaître ce genre de choses. Mais c'est honteux, c'est horrible pour un pays comme le Congo. Et quand j'apprends que même le président de l'Assemblée nationale a été saisi et qu'il n'a rien fait, mais je me demande finalement, nous avons quel genre de dirigeants? Et donc, nous allons mener le plaidoyer au plus haut niveau pour que l'immunité du député soit levée. Il doit être entendu. Voilà. Et donc, évidemment, comme vous l'avez dit, on n'empêche personne de se présenter à la députation, député ou pas député. On doit répondre à ses actes, on doit répondre, bien sûr, à ce que, disons, à la justice, puisqu'il est interpellé. Aujourd'hui, vous avez dit, la plainte a été déjà déposée. Monsieur doit répondre et l'Assemblée nationale ne doit pas non plus être un refuge des criminels. Lorsqu'on a commis, on a commis, élection ou pas élection, les faits sont avérés, vous l'avez dit, c'est à lui de venir se justifier pour démontrer que finalement, il n'en sait rien. Au lieu de procéder par cette spéculation du genre diffamation, c'est bien de dire diffamation, mais après, il faut venir démontrer que c'est une diffamation. Alors, monsieur Diambomba, vous vivez en clandestinité, on l'a dit tout à l'heure, vu tout ce que vous avez vécu d'ailleurs, et c'est depuis quand est-ce que vous êtes dans cette situation finalement? Ça me fait déjà 2 ans et 8 mois bientôt. Voilà, donc obligé de vivre en clandestinité parce que vous craignez des représailles, on vous recherche. Et tout à l'heure, j'ai appris que, et c'est ce que le député vous aurait dit, qu'il y a un arrêté qui dit que lorsque l'enfant commet, on peut arrêter aussi les parents. Mais là encore, nous sommes dans une situation, et c'est ce que j'ai semblé comprendre, jusqu'à preuve du contraire, que l'enfant n'a rien fait. Alors, il doit être victime probablement d'un acharnement de quelqu'un qui ne veut pas le voir en vie, c'est ça, maître. J'aimerais réagir à propos de ce décret. Oui, le décret ne dit pas succinctement ce que le député a dit au père. Il y a eu un moment où il y a eu de grands banditismes dans le pays et il fallait des mesures fortes contre ces genres de situations. Donc, le gouvernement avait pris des mesures pour atténuer un peu ce phénomène. Parce qu'il y avait tellement de banditisme, mais il ne s'agissait pas de dire si on arrête l'enfant, on doit arrêter le père. Ou si on n'arrête pas l'enfant, on va arrêter le père. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Et venant d'un élu du peuple, je suis désolé. C'est lui qui est censé faire la loi et connaître la loi.
Mais parce qu'on sait Non, bien mais qu'à un âge donné, chacun est responsable de ses actes. On ne peut pas Responsable. prendre le père coupable ou responsable des actes posés par son fils. Non, ça ne se fait pas. Nulle part dans le monde, ça ne peut pas. D'ailleurs, c'est pas, ça ne se justifie C'est pas même pas. légal. Oui, Franck, vous voulez dire? je voulais compléter, maître. La responsabilité pénale est individuelle. Tout à fait. Aujourd'hui, à 28 ans d'âge, donc c'est un majeur. Voilà, la responsabilité pénale est individuelle. Alors, c'est quand même honteux d'entendre un député venir raconter des âneries pareilles, que voilà, écoutez, on est où là? Et donc, du coup, Voilà. on fait une idée en fait au niveau de la personne. Tout à fait. Vous avez rappelé donc que la responsabilité pénale est individuelle et même là encore, il faut qu'on démontre que l'enfant finalement a commis parce que ici nous sommes dans un cas de figure où il est démontré finalement, sinon jusqu'à preuve de contraire, il est démontré que l'enfant n'a rien fait. Et donc c'est au député de venir démontrer à son tour ce qu'il reproche bien entendu à cet enfant ou sinon à la police pourquoi a-t-elle arrêté l'enfant? Pourquoi a-t-elle procédé à une exécution sommaire? C'est une exécution sommaire et ça, on doit le dire. Aucune loi ne le permet parce que le Congo a aboli la peine de mort. Au Congo, on n'exécute pas une peine de mort, on n'exécute pas les gens comme ça. Alors, d'où vient? Oui, maître, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je vais vous partager une anecdote. Vous savez, lorsque Lucien est allé déposer la citation directe au domicile de ses députés, Oui. la personne qui a reçu la citation dit à Lucien, mais le petit là était déjà décédé. C'est une machination, le petit là est mort. Pour le gardien, c'est lui qui reçoit la citation à la place du député. Il dit donc, que le jeune là est déjà mort. Donc, si j'ai bien compris, pour le député, en fait, il avait déjà cru que sa cible était atteinte, donc le jeune était mort, donc ça n'existait pas. Il était mort. Il n'existait plus. Donc, même, je pense que ce qui a motivé sa plainte en diffamation. Pour lui, il dit que c'est une histoire montée de toutes pièces. Si j'ai bien compris, il se dit, alors c'est une diffamation parce que il est conscient, en fait, il se dit que la personne n'existe plus, donc je peux bondir, voilà, l'aspect diffamation parce que de toute façon, la personne... malheureusement, je ne suis pas juge pour bien comprendre ce genre de choses. Mais nous découvrons ici une histoire. Alors, mais donc, Monsieur Diambomba, depuis que vous êtes évidemment, vous l'avez dit, en clandestinité, c'est très difficile, vous n'exercez plus, c'est difficile, ça on sait, comment vous vivez maintenant. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encore nous partager de particulier? Parce que sinon, on est à la fin de cette émission. Au moins, pour avoir dit ce qu'on voulait entendre, peut-être que quelque chose a dû nous échapper. Vous avez quelque chose à compléter? Oui, le 10 de ce mois passé, oui. On voyait les gens à la maison chez moi à Mukondo. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça là. J'ai 60 ans d'âge. Vivre là-bas, c'est compliqué vraiment, très compliqué. On a envoyé des gens chez vous à Mukondo, c'est ça? Et moi. Ah, vous avez envoyé pour mettre la peinture dans ma maison. Oui, pour regagner votre maison, c'est ça? Voilà. Dès qu'ils ont vu ces gens-là, ils commencent à demander, mais qui vous a envoyé? Moi, j'avais dit, si on vous demande, vous dites seulement le propriétaire de la maison. Ils ont demandé, c'est la femme ou bien l'homme? Donc, ils les ont compliqués. Et ceux qui demandent, c'est lesquels? Les gens du quartier ou... Mais ils avaient placé des gens qui avaient des téléphones et tout. Mais oui, donc, lui, il travaille avec ses petits qui sont des policiers. Ils sont couverts parce que c'est des policiers. Donc, en réalité, si j'ai bien compris, finalement, après avoir posé ces actes, ce qu'ils ont fait, la suite, c'est qu'ils veulent vous empêcher même de rentrer chez vous. Voilà, c'est cela, oui. Maître, comment est-ce qu'une telle situation peut être réglée? C'est à la justice, je pense, de régler cette affaire. D'assurer la sécurité. Voilà. Du moment où la justice est saisie, et le procureur de la République étant le garant de l'ordre public, de la sécurité de tous les habitants, je pense qu'il a ce devoir d'assurer la sécurité de cette famille.
Oui, mais Parce que en faisant quoi exactement? Est-ce qu'il peut faire, par exemple, une note qui sécurise la personne? Parce qu'après, on peut dire, bon, sécurisé par le tribunal, mais non, après, les voyous peuvent passer derrière, on ne sait jamais. non, on ne va pas mettre les gens derrière eux, mais sensibiliser d'abord les autorités policières. Parce que tout part de là. Oui, C'est d'abord la police. Une fois la police est saisie, je pense que la population va suivre. Mais du moment où la police collabore avec ces délinquants, ces brigands, voyez-vous, la famille n'est pas rassurée. Parce que si le procureur ne prend pas accord ce dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le député a la main d'agir comme il veut. Mais si le procureur, étant déjà saisi, peut saisir la police de proximité de Mukondo, par exemple, ou un autre poste, pour juste porter l'information, je pense que tout cela va s'arrêter. tout à fait, parce qu'évidemment, la Constitution congolaise garantit la liberté à chacun et nul Bien ne peut sûr. être l'objet d'une arrestation ou de quelques traitements inhumains, surtout. Cela est prohibé. On ne peut pas non plus vous arrêter sans procès préalable, hein. Ça, c'est bien garanti par la Constitution. Je crois que M. Gabriel allait dire Diambomba. Bon, je ne dis pas, je ne vous donne pas le conseil, moi non plus, que vous repartiez immédiatement chez vous, mais enfin, juste vous rappeler que bon, on est libre, on a ce droit et que normalement, rien ne peut vous arriver. S'il y a une inculpation qui doit être faite contre vous, il faut que cela soit démontré, mais après un procès équitable, c'est bien cela. C'est aussi le travail, je crois, des ONG de rappeler un certain nombre de choses. Je ne sais pas comment ça va se passer pour que M. Diambomba regagne quand même sa maison. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de l'accompagner, par exemple, dans ce sens-là, l'aider à regagner sa maison? Franck. Non, mais justement, nous nous sommes intéressés à cette affaire, entre autres, par rapport à ce fait. Parce qu'il y a l'aspect social aussi qui rentre en ligne de compte. Monsieur Oui. Diambomba, depuis plus de 2 ans déjà, n'exerce plus son métier. Il est obligé de vivre caché. Et donc, si nous avons pensé déjà amplifier cette affaire pour que ça soit connu de tous, c'est pour solliciter aussi par ricochet la protection de la part des autorités et que ce dernier puisse recouvrer toute sa liberté et puis vaquer librement à ses occupations. C'est d'abord ça la priorité parce que nous savons que les procès ou les problèmes au tribunal mettent du temps. Donc, on ne sait pas quand est-ce que l'issue de cette affaire-là va arriver. Mais entre-temps, il faudrait bien que M. Diambomba vive. Donc, voilà, nous mènerons des actions à notre niveau pour que M. Diambomba puisse retrouver d'abord sa liberté et puis vaquer librement à ses occupations. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous écrirons aux autorités policières surtout pour que la protection de M. Diambomba soit assurée. Et donc, nous mettons en garde tous les policiers. Donc, déjà, la vie de M. Diambomba est entre les mains des autorités. Actuellement, nous parlons. Donc, Alors, donc, vous sur quelque parlez, chose, vous dites que nous allons avec. normalement, la vie de M. Diambomba doit être, disons, la protection de M. Diambomba doit être assurée, lui et sa famille, bien sûr, et son fils également. Jusqu'à ce que ce procès prenne fin. Merci, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Je vous dis grand merci, Maître Gildas Kombila, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir disposé ce temps, hein, très précieux d'ailleurs. Merci. Pour nous. Merci aussi à Franck Tchibinda. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'OCDH. Je disais merci à Maître tout à l'heure, Maître Gildas Kombila, qui est avocat au barreau de Brazzaville. Et grand merci à vous aussi, Monsieur Gabriel Diambomba, surtout d'avoir fait montre de ce courage. Et c'était nécessaire, évidemment, de faire connaître votre histoire parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes de s'assurer une sécurité. En tout cas, merci du courage que vous avez pris, de nous avoir partagé votre histoire, très affligeante d'ailleurs, et dans l'espoir que la justice congolaise dira le droit. Quant à vous aussi, chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous rappellerai simplement de liker, de partager. Et si vous nous avez rejoints pour la première fois sur KELAR TV, ne manquez pas de vous abonner. On se dit donc au revoir et à très bientôt.
Merci.